Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 26 mai 2025. J'ai pris le temps de vous faire cette analyse le lundi puisqu'aujourd'hui c'était férié pour cause de Memorial Day. Une journée de congé supplémentaire. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas qu'on est fatigué à faire des options, puisque le gros avantage des options, c'est qu'une fois que vous avez posé votre contrat, enfin ce qui nous concerne avec notre méthodologie, vous laissez le contrat vivre sa vie et vous n'avez pas besoin de passer 8 heures sur les marchés. Donc on n'a pas besoin de vacances puisqu'on n'est pas spécialement fatigué à trader les options. Sur le marché US, on peut s'apercevoir qu'après un peu plus de 23% de hausse suite au plus bas du mois d'avril, nous sommes aujourd'hui revenus en barre négative puisque nous sommes à moins 1,13%. Ah, j'ai dû me tromper de sens, excusez-moi, sur le sens de ma flèche. Voilà, je vais le reprendre. Ici, on est exactement à moins 1,10. Bon, voilà, c'était presque pareil. Une petite erreur lorsque j'ai placé mon décompte. Donc moins 1,10 de performance depuis le début de l'année sur la S&P 500. Je vous ferai bien sûr à la fin du mois de juin le rapport semestriel de la bourse en stress. Écoutez, pour l'instant, on est très largement au-dessus des moins 1% du S&P 500 puisque, allez, je vous donne un petit teasing, on est largement au-dessus des 20%. On frôle les 110 000. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, j'avais passé un post il y a quelques jours où voilà, on est en train de frôler les 110 000 $. Écoutez, je suis très content puisque pour être parti d'un portefeuille de 30 000 $ en janvier 2021 et atteindre les quasiment 110 000 $ en mai 2025, je trouve que c'est plutôt une belle performance. Allez, à titre perso, j'aimerais bien aller chercher les 120 000 $ d'ici la fin de l'année. Je vous expliquerai comment ceci sera possible ou pas en fonction des différents éléments de marché. Mais je vous montrerai comment on va essayer d'aller chercher les 120 000 et ça ferait quand même un portefeuille x4 en l'espace de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc en 5 ans, on aurait quadruplé le portefeuille de la bourse en stress. Je pense qu'on peut dire que c'est une belle performance. En tout cas, je m'en satisfais grandement. Donc au niveau des S&P 500, vous voyez qu'on n'a pas réussi à casser la barre des 6 000 $ pour aller chercher l'ancien plus haut. On a bien essayé en début de semaine dernière. Malheureusement, on a été rejeté. Et là, on vient prendre appui sur la 200 jours. Que va-t-il se passer? Écoutez, je ne sais pas. Je vais simplement enlever ça pour vous montrer que, effectivement, ici, on a une zone de support qui est un support relativement valide, la zone des 200 jours. C'est toujours soit un support, soit une résistance que tout le monde regarde, donc qui est assez suivi. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'on a quand même ici un joli gap haussier à aller combler aux alentours de 6680, on est à 5860, donc ça fait à peu près 200 points à aller chercher. On a également ici donc une zone de support autour des 5630. Donc est-ce qu'une fois qu'on va aller chercher les 5690, on va aller chercher ici les 5630? Écoutez, ça l'avenir nous le dira. Mais il y a une possibilité d'aller rechercher largement en dessous des 5700 d'ici quelques jours. On voit bien qu'au niveau du RSI MACD, on est passé en suracheté et que là, on commence à repartir à la baisse. Voilà, donc en plus, notre ami Donald, donc c'est pour ça que j'ai remis ma belle casquette Make Volatility Great Again, est en train de secouer le cocotier avec les Européens puisque il y avait un moratoire, et, enfin j'ai pas trop suivi l'affaire pour être très franc, mais je sais qu'il y avait un moratoire et puis là maintenant il est repassé sur 25 ou 50% de frais de douane à partir du 1er juin, ça a été décalé au 30 juin, enfin bon c'est un peu le beans. Donc pour l'instant je pense que les marchés n'ont aucune visibilité. Et quand il n'y a pas de visibilité, écoutez, ça fait la part belle à la volatilité. Voilà, qu'on va aller voir tout de suite ensemble, tout de suite maintenant. Donc vendredi dernier, joli pic de volatilité au-dessus des 25. On en a profité, enfin j'en ai profité pour passer quelques trades. Alors pas sur le compte de la bourse en stress, je crois, je ne me rappelle pas, ou plutôt sur un compte perso. Il faudrait que je vérifie, parce que je gère 3 comptes, donc je me perds un petit peu. Mais voilà, donc il y avait largement de quoi prendre des positions, même là, autour des 22, on peut prendre des positions, mais je pense que c'est un petit peu tôt, je pense qu'il faut être patient. Ici, vous voyez qu'on a comblé, alors ça, c'est un truc que je vous donne, un petit tips, au niveau du VIX, on va toujours, je dis bien toujours, combler les gaps, haussier ou baissier. Donc là, on avait un joli gap baissier et qu'on a été comblé. Voilà, ceci est fait. Maintenant, est-ce qu'on va repartir à la hausse? Au niveau du RSI MACD, ça aurait quand même tendance à nous dire que on risque de repartir peut-être vers la zone des 28, peut-être 30. Donc là, ça veut dire qu'autour des 28-30, on commence à attraper des belles primes en vente de put. Je vous montrerai quelques valeurs que je suis et que je risque de trader si effectivement on devait retourner sur la zone des 28-30.
Alors pour information, par contre ça sur le portefeuille de la bourse en stress, on a acheté un call, donc c'était ici, on était autour des 18-19, ça devait être donc mercredi, nous avons acheté un call VIX. Le VIX est à 22,28, donc pour l'instant, bah, écoutez, la différence donc, de valeur intrinsèque couvre le prix d'achat. Donc pour l'instant, on est gagnant sur cet achat de call. Et puis bien sûr, si on ouvre à la hausse demain, bah, il est clair que on va prendre un petit peu de prime avec cet achat de call. Peut-être qu'une fois arrivé autour des 30-32, j'irai vendre un call, donc un peu plus OTM, pour récupérer un peu de prime, ce qui fait que bah, j'aurai monté un débit de call spread en 2 fois, ce qui va me permettre de réduire l'impact de ma prime d'option, puisque c'est un achat, donc un débit. Et moi, j'aime pas trop les débits, je préfère encaisser avec les crédits, et je pense que cette semaine, on risque d'encaisser un petit peu de prime. Alors, au niveau du QQQ, donc ici, vous voyez qu'également, au niveau du RSI MACD, on repart à la baisse. On a presque touché un ancien plus haut ici, et, hop, et on est rejeté, on repart à la baisse. Par contre, ici, on n'est pas sur une zone de support. Donc à voir, mais il y a peut-être possibilité, puisqu'on a toujours également ce phénomène de gap haussier à aller combler autour des 490. On est à 510, on va arrondir. Donc il y a un petit peu de performance à aller chercher à la baisse. Alors soit vous allez sur des valeurs techno et puis vous shortez avec un achat de call. Alors, achat de put, pardon. Alors l'achat de put, le problème c'est qu'avec VIX à 22, vous risquez de le payer un petit peu cher. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais des petites vannes sur des petites valeurs techno. Et alors là, je suis en perte sur quelques valeurs techno, mais si on va combler le gap, je pense que je reviendrai dans mes gains, c'est-à-dire avec des lignes vertes sur les quelques valeurs techno. Donc j'ai ON en technologie qui est pour l'instant, je dois perdre 3 ou 4%, ce qui est peanuts pour une vente à découvert. Au niveau du Dow Jones, le Dow Jones s'est fait. Alors, on a eu un petit head fake ici sur la 200 jours. Et vous voyez que là, on a clôturé sous la 200 jours 3 journées d'affilée. On a ici une zone de support-résistance autour des 41 024. On a 41 600. On a comblé le gap haussier donc, qui était également présent sur la S&P 500 et sur le QQQ. Donc, gap comblé. Maintenant, on est également sous la 200. RSI MACD en direction du sud. Vous voyez que les indicateurs sont quand même pas super haussiers. Je pense que effectivement, on risque nous, en tant que trader d'options, de faire un petit peu de course la semaine prochaine, enfin cette semaine, puisque les marchés ouvriront demain. Russell 2000. Le Russell 2000, donc là je vais passer en weekly, voilà, hop, pour vous montrer que on avait cette zone de congestion là, on était coincé entre les 158 et les 200. On est sorti toute la période début donc 2024. On a bien replongé avec le mois d'avril qui a été fatidique, puisqu'on est passé de 243 à 170. Donc une belle baisse quand même. Hop, de 30%, alors que je crois que le S&P 500 avait fait moins 15%, donc une hausse beaucoup plus soutenue sur le Russell 2000. On est ressorti ici de cette zone de congestion, et là vous voyez qu'on est au-dessus de la 200 semaines et en dessous de la 50 semaines, ce qui devrait dire que normalement on devrait être, eh oui, vous l'avez deviné, sous la 200 jours. Donc va-t-on réintégrer ici ce range, je reviens à passer en weekly, ici pour aller chercher. Donc c'est le haut du range ici, donc cette résistance qui pourrait maintenant peut-être servir de support, qui serait en plus convergent ici avec la 200 semaines. Donc un retour autour des 195, on est à 202, il n'y a vraiment pas grand-chose à aller chercher, et tout à fait possible. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour sur les secteurs sur les valeurs de la roue sectorielle, en commençant comme d'habitude par le domaine des healthcare, qui est un peu en train de se faire démonter. Il y a eu pas mal de valeurs qui ont pris cher, notamment MRK, et puis on a UNH qui est en train de se prendre un plongeon super important. On peut aller voir rapidement. Hop, voilà, UNH. Alors, UNH, est-ce qu'il faut la shorter ? Écoutez, c'est un petit peu tard. Effectivement, on aurait pu la shorter autour des 430. Effectivement, on m'en a parlé et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas été la voir. Mais là, ça aurait été sympa de la shorter puisque là, on aurait quand même pris 140 $ par action shortée en l'espace de quelques semaines. C'est vrai qu'il y avait ici un joli point d'entrée à 430. Je ne l'ai pas vu. Écoutez, tant pis pour moi. Maintenant, en ce qui me concerne, c'est trop tard puisque là, vous voyez qu'on est sur une zone ici de support résistance qui a été travaillée ici courant 2020. Voilà. Bon.
Après, la société peut faire faillite, elle peut effectivement continuer de tomber, mais pour moi, le risque reward n'est pas en ma faveur aujourd'hui, donc je n'irai pas ici vendre à découvert sur UNH. Je reviens sur XLV. Donc XLV, on avait cette zone de congestion ici entre les 136 et les 148. On est sorti et vous voyez que bah là, on a clôturé sous la 200 semaines. C'est pas génial. Alors, je repasse en daily. Voilà, et vous voyez qu'en daily, et ben là on est carrément sur ce qu'on appelle un balayage baissier. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le cours est sous la moyenne mobile 10 jours, qui est elle-même sous la moyenne mobile 50 jours, qui est elle-même sous la moyenne mobile des 200 jours. Donc est-ce que le XLV est aussi en ce moment? La réponse est non. Que peut-on espérer comme cible? Bah écoutez, comme cible, si le marché devait continuer à secouer un petit peu la semaine prochaine, je pense que la zone des 120, ici, on va passer en weekly pour un peu de recul, vous voyez que la zone des 120 a été très fortement travaillée depuis 2021. Donc ça fait maintenant 4 ans que cette zone a été travaillée, beaucoup en zone de support. Et si on vient clôturer autour des 120, alors là il faut encore de belles bougies, donc peut-être pas maintenant, mais d'ici 2-3 semaines, ou peut-être un mois, et ben il y aura peut-être des choses à faire sur le domaine des healthcare, mais à mon avis c'est un petit peu tôt. Voilà, au niveau des utilities, on est toujours ici, alors bien sûr on a quand même beaucoup moins de mouvements que sur des valeurs de croissance, puisqu'on est sur une valeur défensive. Vous voyez qu'on est toujours dans cette zone de congestion ici, comprise entre les 75 et les 82. On ne sort pas de cette zone, il faudrait clôturer au-dessus des 82 pour jouer la hausse sur les valeurs utilities. Là, on est en weekly, le MACD se retourne à la hausse. Le RSI, lui, par contre, nous joue un petit peu une tendance, qu'on appelle une divergence baissière. Pardon, je vais vous la tracer tout de suite. Vous voyez, on est ici comme ça. Alors, on n'est pas vraiment sur une divergence, puisque vous voyez que ici, on est sur une divergence baissière. Mais bon, voilà, si on devait clôturer au-dessus des 83 et que le RSI devait remonter un petit peu ici, ça annulerait cette configuration et on serait haussier sur les utilities. On va passer en daily, voilà. Donc en daily, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant, alors on n'est pas en balayage haussier, mais on a quand même bien les moyennes mobiles qui sont bien orientés. Et on a juste clôturé sous la 10 jours. Il se peut très bien que dès demain, on soit de nouveau en balayage haussier. Maintenant, il va falloir dépasser cette zone ici des 82,50 pour vraiment sortir de cette zone de congestion et casser la résistance. XLP, autre domaine des valeurs défensives. On a du mal à passer la zone des 83. On est venu, vous voyez ici, en septembre 2024. On n'était pas loin ici en décembre 2024. On est venu titiller en février-mars, on est revenu titiller ici en avril, fin avril, ici début mi-mai, on essaye, mais ça ne veut pas y aller hein, sur les consumer staples. Donc pour l'instant, là pareil, on a toujours les moyennes mobiles qui sont bien orientées, hein, exactement comme XLU. Mais là c'est pareil, j'aimerais bien casser les 83 pour commencer à aller chercher des valeurs haussières sur les consumer staples. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous faites un ratio entre des valeurs et XLP, des valeurs donc consumer staples et XLP, vous ne puissiez pas trouver des valeurs qui soient en hausse. Donc si vous trouvez des valeurs qui surperforment XLP et qui pour l'instant est pas mal, ça peut être aussi des valeurs sur lesquelles vous pouvez aller travailler avec des achats de call. Alors achat de call, c'est pareil, là le VIX à 22, ça commence à piquer un petit peu au niveau des primes. Par contre, des ventes de poutres sur des valeurs haussières, avec un VIX à 22-25, ça peut commencer à payer un peu. XLK, les valeurs technologiques, là, bien sûr, on prend un petit peu de bouillon, puisque d'ailleurs, si le S&P 500 prend le bouillon, alors bouillon tout relatif, mais si le S&P 500 prend le bouillon, ça veut dire que les valeurs techno prennent le bouillon également, et on voit bien que on a les mêmes phénomènes. Ici, on a un gap baissier à aller chercher. Pour l'instant, on est juste quasiment sur la 200. Si on devait casser la 200, la cible prochaine serait les 220 au niveau de XLK. Et si on devait casser les 220, là après c'est retour autour des 190. Ne pas oublier que cette semaine, je crois que c'est mercredi, il y a le résultat de Nvidia qui vont jouer beaucoup, qui vont peser beaucoup sur la direction des valeurs technologiques. Si les résultats sont bons, ça risque de booster un petit peu la techno. Si Nvidia se fait démonter, je pense qu'on peut aller revoir les 190. Ça, c'est juste mon avis, qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire absolument rien. Vous concentrez quand même qu'au niveau du MACD et RSI,
Et on n'est pas haussier, on est quand même plutôt baissier avec un beau retournement au niveau du MACD et le RSI qui commence franchement à piquer du nez. Voilà, enfin vous voyez où je veux en venir. Les valeurs financières, bah écoutez, elles s'en sortent plutôt très bien. On est venu combler ici, je vais vous l'éclater, voilà. On est venu combler ici le fameux gap haussier, donc là le gap est comblé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors je vais faire un petit peu voilà, de zoom, on verra peut-être mieux en weekly, mais je vous la laisse en daily pour l'instant. On voit que au niveau de ce canal haussier, qui a pris donc pour base fin 2023. Bon, on est venu taper une première fois ici en août 2024. On est venu taper ici en mars 2025, donc pendant la baisse. On a non, la baisse était ici, c'est au mois d'avril. Donc là, on a clairement cassé ici donc ce canal haussier. On est reparti tout de suite au-dessus. Donc on est très vite remonté. On a réintégré ce canal haussier. Et là, on est juste en support sur ce canal haussier. Alors RSI MACD toujours effectivement direction le sud. Maintenant on est toujours au-dessus de la 50 et la 50 qui est au-dessus de la 200. Donc plutôt une configuration qui reste momentanément haussière. Donc là il faut attendre quand même le début de semaine, savoir si on va repartir haussier sur les financières, pardon. Je mélange un petit peu. Et là, vous voyez que c'est très net. Si on devait casser les 52 au niveau de XLF, là, ça voudrait dire qu'on a un signal haussier franc et net au niveau des valeurs financières. Bah, là, après, bah, vous pouvez aller vendre des puts. Alors moi, j'ai des puts sur Citigroup, sur Wells Fargo, qui est ma banque. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bank of America, non, j'en ai pas en ce moment. Mais c'est à regarder, puisque si le VIX remonte un petit peu, j'aime bien Bank of America. Elle m'avait rapporté un petit peu d'argent quand même suite à mon assignation que j'ai gardée pendant 2 ans et demi. Si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Donc c'est une valeur qui m'avait rapporté un petit peu d'argent, donc pourquoi pas y retourner. Comme on dit, c'est une gagneuse, et les gagneuses, on les fait travailler. Sans allusion aucune. Alors, au niveau de XLY, les Consumer Discretionary, qu'est-ce que l'on voit? Là, on voit un peu le même principe que tout à l'heure sur différentes valeurs. C'est-à-dire que on a ici un gap à 203, on est à 210 qui n'est toujours pas comblé. En plus, la zone des 202, 203 ici, c'est une zone qui a été travaillée à plusieurs reprises en tant que résistance. Ici, résistance avec un petit head fake. Là, ça a résisté. Bing, après, bon là, on a le gap haussier. Mais vous voyez que là, il y a quand même, à mon avis, vu en plus la tête du MACD et du RSI, une très grande probabilité qu'on retourne chercher les 202,50 au niveau des Consumer Discretionary. Excusez-moi, je bafouille. Ce qui veut dire que pour l'instant, à mon avis, c'est un petit peu tôt pour rentrer sur des ventes de puts sur les Consumer Discretionary. Si on devait aller chercher les 202, c'est-à-dire que des valeurs vont continuer de baisser, et si le VIX devait continuer à monter, côté, on ferait des meilleurs deals, on a un meilleur risk-reward rates, un taux de risque sur risk-reward. Excusez-moi, je perds mes mots en français. C'est pas que je me la pète, mais c'est vrai que parfois j'oublie un peu les mots en français. Donc ça veut dire que là, globalement, à mon avis, il faut peut-être attendre un petit peu avant de rentrer sur les consumer staples. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je vous donne, c'est juste ma vision du marché. Vous avez sûrement la vôtre qui est différente, et tant mieux. Simplement, ça vous donne un élément de réflexion supplémentaire si vous voulez vous exposer sur les marchés. XLB, écoutez, là on est en configuration quand même plutôt baissière puisque on a cassé donc ce grand canal haussier. Bien sûr là avec la tempête du début avril, on a clairement cassé comme quasiment sur tous les secteurs. On a essayé de réintégrer ici le secteur, le canal haussier. Malheureusement la 200 jours a fait son rôle de résistance, nous a rejeté. On a clôturé. Alors, c'est limite, on est bien d'accord, on a clôturé sous le support du canal haussier. RSI MACD légèrement en configuration baissière. Il se peut très bien qu'on retourne autour ici des 83. On est à 83, on est à 85,70. C'est pas non plus énorme. Mais à mon avis, avant d'entrer en position, je pense qu'il faut peut-être attendre une confirmation de retour sur 83. Vous aurez de meilleurs prix puisque le VIX risque de monter si les valeurs baissent. Le marché baisse. Donc, il y a, à mon avis, de meilleurs deals à faire en attendant de retrouver les 83. Maintenant, ça peut repartir à la hausse et puis on peut se faire un contre-pied. Mais voilà, dans la vision des choses que j'en ai aujourd'hui, je serai plutôt là-dessus. Les valeurs industrielles. Alors, ici, des choses intéressantes. Vous voyez que on a la 50 jours qui essaye de recasser à la hausse la 200 jours. Par contre, on a RSI et MACD qui sont, comme dans beaucoup de secteurs, en position plutôt baissière.
On est reparti, donc ma suite, au coup de grisou de début avril, on est reparti, on a réintégré le canal haussier comme sur XLB. On n'a pas réussi à performer, c'est-à-dire on a dépassé légèrement les plus historiques, mais on s'est fait rejeter sur ce quasiment triple top, puisqu'on avait ici un premier top au mois de novembre 2024, novembre 2025, fin novembre 2025. On avait réessayé fin janvier de retourner autour des 142, on était à 140, bon, il n'y a que 2 $ d'écart. Là, on a bien déplacé les 144, mais hop, on a été rejeté tout de suite. Donc, est-ce que ça veut dire que là, on va aller rechercher le gap autour des 136? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait faisable. Donc pareil, XLI, pour l'instant, j'attendrai avant de faire quelque chose. Le domaine énergétique. Alors, le domaine énergétique, vous voyez que je vais passer en weekly, ça sera un peu moins indigeste. Voilà. On est toujours depuis maintenant mi-2022 dans ce range compris entre les 76 et les 96. De me dire oui, mais ça fait quand même beaucoup. Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Mais on est quand même bien coincé dedans. Vous voyez que au mois d'avril, on est venu prendre support ici. Voilà, donc sur la 200 semaines. Alors moi, les petits rigolos qui me disent que l'analyse graphique, ça marche pas, écoutez, moi, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun son style. Donc ici, parce que j'ai vu une vidéo récemment, excusez-moi, je fais un petit aparté, mais j'ai vu une vidéo d'un jeune youtubeur. D'abord, je l'ai viré, mais donc j'ai fait Don't Recommend It Channel. Parce que franchement, c'est du bullshit. Voilà, l'analyse graphique, ça marche pas, etc., etc. Le gars, il ne prévaut que par l'analyse analytique, enfin l'analyse fondamentale, pardon. Pourquoi pas? Tous les styles sont bons. Warren Buffett a fait fortune avec le fondamental. Je ne vais pas critiquer le fondamental, mais qu'on critique pas le graphique parce que je suis désolé, mais quand on regarde les courbes, tout le monde la regarde. Donc il reste un facteur psychologique qui est pris en compte par tous les traders. Fin de l'aparté. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas réussi à réintégrer pour l'instant le canal haussier. On s'est fait rejeter ici donc la semaine dernière. Et là, on a clôturé en baisse. On est plutôt baissier sur l'énergie. J'ai quelques valeurs pétrolières. Je risque peut-être une assignation au mois de juin. Donc là, l'échéance du mois de mai s'est super bien passée. On a pris, alors j'ai pas regardé, attendez, si on a 30 secondes, j'ai regardé ça. Je sais plus combien on a pris de primes. Au mois de mai. Donc au mois de mai, on a quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a fait 18 trades. Alors il y a de la vente de put, un petit peu, et beaucoup de covered call. Je vous montrerai tout ça lors de l'analyse du fin juin. On a fait beaucoup de calls sur NVIDIA et sur SMR, qui est un peu notre vache à lait en ce moment sur SMR. En plus, elle a explosé la semaine dernière. Donc du coup, là, on n'est pas bien avec nos calls puisque on est très dans la monnaie. Écoutez, il y a d'autres choses à faire et on vous expliquera quoi lors des prochaines séances. Donc pour l'instant, au niveau d'énergie, je risque peut-être une assignation. Oui, alors je vous ai pas dit, excusez-moi, on a quand même pris plus de 1600 $ de prime au mois de mai. Voilà, donc that's it. Donc ici au niveau du domaine énergétique, pour l'instant plutôt baissier. On risque effectivement une ou deux assignations au mois de juin. Il reste encore quasiment 3 semaines et demie, donc pas de panique pour l'instant. Et puis s'ils sont assignés, c'est pas grave, ce sont des belles valeurs. On vendra des covered call dessus. Vous commencez à connaître un petit peu la technique. XHB, le domaine des home builders. Je désespère de voir ce marché immobilier se gaufrer. Alors on commence à voir, je suis un gars ici sur une chaîne YouTube, j'avais déjà mis je crois son lien sur Facebook. Alors on va me dire qu'il est surtout pessimiste, mais lui il regarde que les datas et les datas nous montrent que le marché baissier commence à se mettre en place. On voit bien que on est baissier depuis maintenant, donc fin 2024. On est sorti du canal baissier ici, sauf que pour l'instant, vous voyez que la 50 semaines qui correspond donc à la 200 jours entame quand même, entame quand même ici un signal plutôt baissier. On va passer en daily pour vous montrer que voilà. Alors pour l'instant, on n'est pas en balayage baissier puisque la 10 jours est encore au-dessus de la 50 jours. Mais là, on a clôturé sous la 50 jours. RSI MACD, pareil, pas super top. Ça ne m'étonnerait pas qu'on réintègre dans un premier lieu les 91 $, on est à 94,70 et puis après aller chercher les plus bas autour des 84. Je suis toujours en vente à découvert sur quelques valeurs au niveau des home builders.
Je m'attends quand même à ce que 2025, voire 2026 soit relativement baissier. On voit des prix, là on commence à voir, moi je suis les maisons puisque l'objectif pour moi est d'acheter une maison d'ici un an, l'été 2026. Et je pense qu'on va pouvoir bénéficier de baisses de 15, 20, peut-être 30% dans l'absolu, mais on voit aujourd'hui des cut price de 10, 15, 20 000 $. Donc je regarde ça de loin pour l'instant, mais je m'intéresse au marché et je pense qu'on n'a pas fini avec les home builders. Qu'est-ce qu'on a? XRT, le domaine de la consommation du retail sur le marché américain. Donc, on était sorti ici donc de cette zone. Je vais repasser en weekly. Voilà, ça sera un petit peu plus expressif. On avait donc ce grand zone excusez-moi, j'ai oublié mon mot, c'est pas grave, vous m'avez compris. Voilà, donc on a dépassé un petit peu ici fin 2024, on a réintégré donc cette zone de congestion, voilà, j'ai retrouvé le mot, avec bien sûr une baisse début avril. Et vous voyez que là, on bute sur la 50 jours. Je sais qu'au niveau du retail, on attend l'inflation commence à remonter, etc. Les cartes de crédit commencent à avoir des défauts de plus en plus importants sur les remboursements des cartes de crédit. C'est pas bon signe pour le retail. J'aurais plutôt, en ce qui me concerne, une tendance baissière, mais pour l'instant, on est au milieu du gué ici, donc pas de prise de position sur le retail aussi bien à la hausse qu'à la baisse. À la hausse, il faudrait au moins dépasser les 84. Et à la baisse, il est clair que si on devait éclater les 60 $, il y aurait un objectif à 53, ce qui laisse comme 10-12% de baisse supplémentaire. Donc là, effectivement, j'irai à la baisse. Mais pour l'instant, RSI et MACD, vous voyez, c'est pas clair, c'est pas bien. Voilà, pour l'instant, je surveille, mais je ne fais rien du tout au niveau du domaine du retail. Alors, les valeurs que je risque de suivre, enfin que je vais suivre si jamais le VIX devait bien sûr nous secouer un petit peu le cocotier. Bien sûr, NVDA. Ça, j'en ai quelques-unes au niveau perso et on a aussi quelques ventes de put. Je regarde, bah oui, on a un cover out call sur NVDA à juin à 130. Le cours est à 131. Donc pour l'instant, bah, écoutez, on est dans la monnaie. Bah, écoutez, c'est pas grave, je vais me faire sortir. Hein. J'ai quand même pris 201 $ de prime pour avoir le droit de la vendre à 130. Elle est à 131. On va voir, donc, bon, ça c'est pour le mois de juin, c'est pour le 20 juin. On va voir les earnings, donc c'est mercredi. Hop, je vais passer en daily, ce sera plus simple. Ouais, je crois que les earnings c'est mercredi, hein, c'est ça, ouais, c'est mercredi. On va voir si on reste haussier ou si on est baissier. Donc l'avenir nous le dira. Si on est baissier, écoutez, je garderai mes NVDA et je revendrai un call le mois prochain. Et si je me fais assigner, écoutez, c'est pas grave. Je rachèterai 100 actions NVDA et je revendrai un call pour aller chercher des plus hauts, peut-être autour des 150. Allez savoir. Mais écoutez, moi, quand on me donne une prime de 200 $ pour avoir le droit de vendre mes actions, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Oui, SMR. Alors, SMR. Voilà. Donc, SMR. Donc là, on s'est un petit peu fait prendre au piège puisqu'on avait des ventes de call, donc une valeur qu'on suit depuis pas mal de temps avec le groupe. On avait acheté pas mal d'actions. Donc, je crois que j'ai à peu près... alors j'ai deux comptes, j'ai 300 ou 500 actions sur l'un. Je crois que j'ai 500 actions sur le compte de la bourse sans stress. J'avais vendu des calls 25, 28, 30. Bah écoutez, je vais vous le dire tout de suite. SMR, donc j'ai un call 28. Donc j'avais des calls 25, 26 et 31, mais ça c'était à vendredi dernier. Donc on était le 16. Donc le 16, écoutez, on était en dessous de mes strikes. Donc là, j'ai encaissé 100% de mes gains. Bon, voilà, on a pris une fois 100 $, on a pris une fois 81 $, on a pris une fois 82, une fois 162. Bon, écoutez, ça paye, hein, puis une fois 92, voilà. Là, pour l'échéance du mois de juin, pour l'instant, donc j'ai un strike 28 qui m'a rapporté 320, quasiment 330 $. Bon, 28, on est à 30. Là, c'est clair que je vais me faire assigner si ça reste sur ce niveau-là. J'ai un call SMR 35 où là, j'ai pris 210 $. Écoutez, si j'ai le droit de vendre mes actions et de récupérer quasiment 550 $, écoutez, ça me va bien. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'ai pas d'autre cover out call sur SMR. Donc, on va attendre de voir ce que va faire SMR la semaine prochaine. Mais si c'est ça, écoutez, si là, vu qu'on est sur un plus historique et qu'on casse ça à la hausse, autour des 32, on risque de partir bien haut. Alors, par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'au niveau du MACD et RSI, on est quand même bien en suracheté. On risque de corriger. En plus, on a un gap haussier. Donc, peut-être un retour sur les 24. Mais si clairement il y a un retour sur les 24,
Déjà, ça va faire du bien à mes calls 28 et 35 qui seront gagnants. Et puis, je verrai si je reprends peut-être un paquet de 100 actions pour revendre un call derrière avec des belles primes, puisque avec un joli gap comme ça, on a la volatilité implicite qui remonte. Et quand on a beaucoup de volatilité implicite, ça impacte fortement à la hausse les primes d'options. Petit tips que je vous donne, qu'on donne en formation. Vous voyez, je suis quand même sympa. Qu'est-ce qu'on avait d'autre que je voulais vous montrer? On avait regardé Wells Fargo. Si jamais on devait... voilà, au niveau des financières. Donc au niveau des financières, donc je vais attendre un petit peu de voir ce que donne Wells Fargo. Mais si on devait revenir sur la zone des 67 $, ici, qui est une zone qui a été travaillée comme à plusieurs reprises, je reverrai pour faire de la vente de put. Pour l'instant, on est encore... Donc j'avais fait mon graphe. Pour l'instant, on est encore 17% sur les plus bas. Je préférais effectivement attendre d'avoir 12% de baisse, puis de vendre peut-être un petit peu plus. Ici, on a un gap ici à aller chercher autour des 57. Peut-être vendre un put de 57 quand on sera autour des 60. Écoutez, ça pourrait commencer à payer pas mal. Écoutez, j'ai fait à mon avis le tour. J'étais pas trop bavard. 30 minutes aujourd'hui à vous prendre de votre temps pour vous donner un petit peu d'informations. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Écoutez, pas grand-chose. Soyez quand même prudents sur les marchés. Là, Donald a l'air un petit peu chaud là pour remettre une petite douille au niveau des droits de douane avec les Européens. Il y a Ursula qui est déjà en train de pleurer, en train de chouiner. Écoutez, c'est pas grave, Macron a récupéré un petit mouchoir, il va lui filer, ça sera très bien. Voilà, je me suis pas mis une petite blague. Allez, sur ce, trade safe, bonne semaine de trading, et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez nous poser des questions sur Facebook, également sur YouTube, puisque en dessous de cette analyse, vous avez des commentaires. Posez-nous vos questions, on vous répondra avec plaisir, comme on le fait à chaque fois. Trade safe, ciao, bye bye.